Re. J'espère que ça va. J'ai pas été trop long. Euh, Hop, j'en ai profité pour me changer parce qu'avec les projecteurs, j'ai chaud. Bon, et bienvenue dans cette deuxième partie de stream. De quoi on va parler Du coup, le RN, les racistes. Allez, on va bien s'amuser avec nos amis racistes. Alors, trigger warning parce que ça va être assez sale, je pense. Petit article sur ce qui a un peu ébouillanté Twitter hier. J'espère j'espère des Français. Racisme à l'Assemblée nationale, le RN a fiel ouvert. Encore un petit jeu de mots de Libération. Qu'il retourne en Afrique. Jeudi, le député Rassemblement National Grégoire Fournas a brutalement interrompu l'élu LFI noir Carlos Martens Bilongo. Alors, je pense que c'est quand même nécessaire de effectivement rappeler que voilà, Carlos Martens Bilongo est pas blanc et noir et du coup. En fait, il y a un débat justement si le racisme, la tech raciste, c'est pour que parce que celui-ci parlait des migrants délaissés en Méditerranée. Et du coup, est-ce que la tech raciste, c'est pour que les migrants meurent, enfin retournent en Afrique, du coup, sachant qu'il y en a qui viennent pas d'Afrique en plus. Voilà. Ou est-ce que c'est pour que le député LFI, Carlos Martins Blanco, retourne en Afrique parce qu'il est noir. Bon, le suspense reste entier. Visiblement, c'est pas la même. Visiblement, c'est le. Enfin, c'est raciste dans tous les cas. Hein, on est d'accord. Face au tollé, la séance a pris fin. En catastrophe, le bureau de l'Assemblée nationale se réunit ce vendredi en vue d'une éventuelle sanction. Alors, il me semble qu'au bureau de l'Assemblée nationale, alors je suis pas spécialiste de l'Assemblée, en plus, mais il me semble qu'au bureau de l'Assemblée nationale, du coup, il y a des membres du RN, notamment Sébastien Chenu, ou je dis de la merde. Je dis peut-être de la merde. Donc voilà le fameux député raciste, hein, un parmi d'autres, hein, chez Fachland, hein, au bout d'un moment. La phrase fuse dans l'hémicycle comme on dessert un nœud de cravate. Jeudi après-midi, les députés, guère nombreux à siéger après le pont de la Toussaint, roupillaient un peu en attaquant la seconde heure de questions au gouvernement. Le député France Insoumise du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo, un homme noir, s'inquiète du sort d'un bateau de migrants en situation d'urgence absolue bloqué en Méditerranée quand une voix venant des rangs du Rassemblement national, forte et distincte, interrompt brutalement. Qu'il retourne en Afrique. Un doute subsiste sur ce qu'il a voulu dire. Un grondement ulcéré monte de tous les autres bancs. Du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet flotte quelques instants, se tournant vers les rangs d'extrême droite. Quel député vient de prononcer cette phrase Les uns commencent à rassembler leurs affaires pour sortir sur le champ, d'autres pointent l'index. Le député RN Grégoire de Fournas, il y a de la particule, eh oui, c'est un oblio. Comme c'est étonnant. Auteur des propos dehors, dépassés par les députés de tous bords qui s'amassent en bas de l'hémicycle, la présidente suspend la séance en catastrophe. C'est la sidération. J'ai eu un haut de cœur. Ça me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, déclarent les parlementaires
tourneboulé. Certains soupirent d'un air blasé. C'est le RN, que voulez-vous? On n'est pas surpris de la part d'un parti raciste et xénophobe, attaque Guillaume Gouffier-Chat, sacré nom, de Renaissance, tandis que sa camarade, Marie-Pierre Rixin, y voit tout sauf un dérapage, ils assument. Les conseillers en com cavalent la salle des 4 colonnes pour improviser des points de presse à chaud. Les chefs de groupe, des chefs de groupe. Trop d'émotions, trop de boxons. La séance reprend 5 minutes plus tard pour être interrompue pour de bon. De mémoire de vieux de la vieille et au Palais Bourbon, on n'avait jamais rien vu on n'avait pas vu un tel incident de séance depuis des lunes. Après, je me souviens comment dire, effectivement ça avait pas déclenché un incident de séance je crois, mais comment s'appelle-t-elle, Christiane Taubira, qui avait été on avait fait des cris de singe sur une allocution de Christiane Taubira, qui était alors ministre de la Justice, et qui avait reçu des cris de singe pendant son allocution. Mais effectivement, je crois que ça n'avait pas donné lieu à un incident de séance. En tout cas, de ce niveau-là. Limite, bon, il y a eu une réaction. Je trouve qu'elle est assez minime quand même. Notamment de la part de, voilà, de LREM. Ok, le RN c'est un parti raciste et xénophobe, mais encore une fois, c'était la semaine dernière, on a eu Yann Braun-Pivet, la même présidente de l'Assemblée nationale, qui a fait un blâme, je sais plus comment ça s'appelle, un blâme, qui a lancé un blâme à une autre députée de son propre groupe, parce qu'elle a décrit le RN comme un parti raciste. Ah bah dis donc, c'est étonnant, enfin, xénophobe, c'était xénophobe le mot. Bah dis donc, c'est injurieux, vous avez pas le droit de dire ça. Voilà, une semaine plus tard, on a ça. Et ça déclenche pas tant de polémique que ça en fait. Limite, on est habitué. Hop, hop. Nous avons des enregistrements. Une enquête sauvage commence dans les couloirs de l'Assemblée. Qu'a vraiment voulu dire Grégoire de Fournas? Vraiment, dans tous les cas, c'est raciste. Hein. La plupart des députés jurent avoir compris retourne en Afrique, ou qu'il retourne en Afrique. Une injure raciste visant l'orateur. Je suis né en France, je suis député français, et je ne pensais pas qu'aujourd'hui, qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France et qui ont cette couleur de peau. S'indigne Carlos Martin Bilongo, à juste titre. D'autres élus, en l'occurrence les députés RN, affirment qu'il fallait entendre qu'ils retournent en Afrique, à ENT, c'est-à-dire les migrants bloqués en Méditerranée. Le fait qu'on dise que les bateaux n'aient pas à traverser l'Atlantique, mais à raccompagner en Afrique les migrants, je pense que c'est plutôt la Méditerranée qui veulent dire, mais bon. Les migrants peuvent être secourus sur la Méditerranée, c'est totalement assumé. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'extraordinaire à dire ça. Défend Fournas devant les caméras. Bon, je trouve c'est quand même raciste. Hein, et c'est du coup encourager les gens à les crever, simplement. Si on les renvoie en Libye, par exemple, en Libye où il y a encore aujourd'hui des actes de barbarie sur les candidats à l'exil, notamment africains. En Algérie, il y a les mêmes genres de bails, assez vénères. Leurs travaux seront disséqués lors d'une réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Non, pardon,
j'ai été trop loin. Bref, bon courage aux rédacteurs du compte-rendu de l'Assemblée nationale, chargés de consigner tous les propos tenus dans l'hémicycle. Leurs travaux seront disséqués lors d'une réunion du bureau de l'Assemblée convoquée en urgence ce vendredi pour étudier le cas du député RN. Nous avons des enregistrements, donc nous allons pouvoir établir la matérialité des faits en vue de cette convocation au bureau, a commenté Braun-Pivet. Emmanuel Macron a fait part de son soutien aux députés LFI insultés après ses propos intolérables selon son entourage. Selon l'entourage d'Emmanuel Macron, attention. Sans attendre, dans la salle des 4 colonnes, c'est la surenchère sur la punition à infliger. Exceptionnellement, Elisabeth Borne, escortée des ministres Gabriel Attal, Compte Public, et Franck Riester, passe une tête pour condamner. Ah, ils sont passés salle des 4 colonnes. Salle des 4 colonnes, normalement, c'est une salle... c'est une salle célèbre, hein, parce que c'est la salle où la presse a le droit d'aller. En général, c'est une salle qui est réservée aux députés en fait, où les députés ont un espace où ils peuvent parler à la presse, commenter l'actu de l'Assemblée, etc. Visiblement, enfin, il me semblait que l'usage faisait que les ministres passaient pas par là, justement, parce que c'est l'espace réservé aux députés. Bon. Elisabeth Borne, Première ministre, Gabriel Attal, ministre des Comptes Publics, et Franck Riester, des Relations avec le Parlement, passent une tête pour condamner le racisme qui n'a pas sa place dans notre démocratie et réclament des sanctions exemplaires. Mathilde de Panot dirait même plus: nous allons demander la sanction la plus forte, c'est-à-dire l'exclusion pour plusieurs mois de ce député, prévient la patronne des députés insoumis. Pour elle, la couture sur les 88 camarades de Marine Le Pen, pour elle, la couture des 88 camarades de Marine Le Pen qui veillaient depuis leur fracassante victoire législative de juin à soigner leur profil dédiabolisé afin de craquer. Ah, enfin craquer. Ah, d'accord. La couture a craqué. Oula, cette phrase était dure à dire. Le RN, nous l'avons toujours dit, propage de la haine et de la violence, et vient de le prouver. Il vient de prouver qu'il ne supportait pas qu'un homme noir, parce que, disons les faits, qu'un homme noir, né en France, puisse être député français. Aujourd'hui, l'extrême droite a montré son vrai visage. Bon, c'est pas la seule fois, hein. Chaque groupe, mine grave, défile en torture romaine. Les écologistes demandent à retirer au RN tous les postes à responsabilité à l'Assemblée nationale. Vice-présidence, groupe d'amitié et d'études. Ce ne sont pas des élus comme les autres, insiste le député Benjamin Lucas. Ils sont porteurs d'une histoire de haine. Manipulation politique. Le président intermédiaire du groupe Renaissance, Sylvain Maillard, lance un ultimatum. Nous ne siégerons plus tant qu'une sanction extrêmement lourde ne sera pas décidée contre ce député qui a prononcé ces mots infâmes. Tempête-t-il. Entouré par les porte-paroles de son groupe, les macronistes et les insoumis accusent les députés d'extrême droite d'avoir soutenu Grégoire de Fournas. Le RN l'a protégé et l'a empêché de quitter l'hémicycle. Ils se sont solidarisés, reprend Maillard. Monsieur Chénu, Sébastien, vice-président du RN à l'Assemblée nationale, qui est député de par chez moi d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir de voir un bon gros facho du coin. Oh là là. Non mais en vrai chez moi, j'ai donc il y a Chenu, mais Chenu qui vient plus du nord, je crois. Et puis il y a le porte-parole là de le jeune là, je sais plus comment il s'appelle, celui que Usul arrive bien à imiter là. Ah, silence pour la France. Ouais, voyez un peu le genre. Donc on est bien entouré par chez moi.
Voilà, donc Monsieur Chenu, qui était là pour représenter son groupe, a fait bloc avec son député, ajoute Mathilde Panot. Penaud, les élus RN commencent à filer à l'anglaise, pas à la cour d'honneur, afin d'éviter la presse, avant qu'une poignée ne réapparaisse 2 heures plus tard, autour du fameux fournasse. Pâle comme un linge, l'élu récite sa riposte. La France insoumise cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses vis-à-vis d'un collègue député français de la nation, qui a la même légitimité que moi à siéger sur ces bancs. Ouais, on a bien vu. C'est marrant. Et donc ils l'ont pris à partie en mode bon voilà, on va bien vérifier que t'es d'accord. Enfin, on va bien faire réviser le script pour pas que tu dises de trucs racistes. Donc on précise bien. Non mais oui, mais il a la même légitimité que moi pour siéger. Hein. Pas de souci. Mais voilà, ça c'est un truc. C'est même si ce qu'il a dit c'était pour les migrants, c'est tout aussi raciste en fait. Bon, on en parlera après si vous voulez. Tatac. Il écrira néanmoins un mail à Carlos Martens Bilongo. Je suis navré de l'incompréhension qu'ont suscité mes propos. Je déplore la manipulation politique qui a pu en être faite. Et je regrette si vous avez pu en être blessé. Caroline Parmentier, ex-attachée de presse de Marine Le Pen, et Philippe Bayard, ancien journaliste, assure, je crois que c'est un ancien journaliste pour CNews d'ailleurs, euh, qui est maintenant député RN. Ou pour BFM. Ah, je sais plus. Donc, ancien journaliste assure la communication de crise. Réécoutez la vidéo, supplie la première. Quand le deuxième argue que tous les autres députés ont compris de travers, étant plus éloignés. Absente de l'Assemblée nationale, Marine Le Pen retweet à distance pour tenter de dissiper la polémique grossière. La polémique grossière créée par nos adversaires politiques, qui ne trompera pas les Français. Voilà les 89 députés RN qui paradaient ces 4 derniers mois contraints de jouer en défense et de tenter de repriser les habits neufs d'un parti qui se rêvait institutionnalisé. Voilà. Bon, c'est un court truc, mais vous voyez, ça c'est un truc qui m'énerve un peu. C'est bon, que ce soit qu'il retourne en Afrique, le député Carlos Martins Bilongo, ou que ce soit qu'il retourne en Afrique, les migrants qui sont en train de crever en, en Méditerranée, c'est raciste dans les 2 cas. Et dans les 2 cas, ben, en fait, c'est assez sale. Ne faites pas ça. Et ça devrait être sanctionné de différentes manières. Après, déjà, est-ce que, enfin, déjà avoir des députés fascistes, bon, bref. Euh, je vais m'énerver. Bon, c'était un petit article, très court, mais bon, on va pas faire. J'ai pas trouvé de truc plus conséquent sur cette histoire. Après, c'est une petite phrase. C'est dans la rubrique politique de Libération. Donc voilà, c'est très très sur les politiciens, politiciennes, etc., leurs réactions. Mais j'aurais bien aimé qu'on rappelle que dans tous les cas, c'est très raciste d'avoir dit ça. Et c'est et qu'il retourne en Afrique, ça peut même être un appel à ce qu'ils finissent morts, quoi, les migrants. Bref, on va continuer sur débat raciste avec Israël. Israël vers une nouvelle théocratie au Proche-Orient, pour interrogation. Un article de Mediapart. Pour assurer une victoire électorale qui lui permettrait d'échapper enfin
à la justice, Netanyahou n'a pas hésité à admettre dans sa coalition des religieux d'extrême droite qui rêvent d'expulser tous les Palestiniens. Et oui. Et après, bah attention, parce que visiblement en France, dire qu'Israël est un régime d'apartheid, un régime colonial, c'est s'exposer à des risques des fois. Hein, parce que bon, les, enfin, et encore une fois, attention, je vais mettre je vais mettre le haut là tout de suite à tout commentaire antisémite qui pourrait fuser dans le chat ou sur YouTube en replay. Euh, le problème, c'est même pas la judaïté ou quoi. En fait, c'est un problème de colonialisme. En fait, si en Israël, si Israël était et où le pouvoir était détenu par une majorité chrétienne, ce serait le même bordel. Ce serait pareil si la majorité était musulmane. C'est pas du tout une histoire de religion, c'est une histoire de colonialisme et de racisme. Voilà, tout simplement. Euh, Mais du coup, éviter les commentaires antisémites. Ce sera un ban direct si c'est le cas. Bref, vous êtes prévenus. Israël donc. C'est un parti pris de René Bachmann. Il y aura bientôt une théocratie supplémentaire au Moyen-Orient. Si les résultats sortis des urnes lors des élections israéliennes de mardi sont confirmés, il faudra ajouter l'État juif d'Israël aux monarchies musulmanes sunnites du Golfe et à la République islamique chiite d'Iran. La pente vers l'État religieux avait déjà été clairement amorcée en juillet 2018 lorsque la Knesset c'est l'Assemblée nationale israélienne, la Knesset avait voté, à l'initiative du Premier ministre Benjamin Netanyahou, une loi fondamentale euh, de, une loi fondamentale de valeur pratiquement constitutionnelle qui changeait la définition de l'État adoptée en 1948 par les pionniers de la déclaration d'indépendance d'Israël. Définition présentée alors comme moderne et démocratique, même si les litiges liés à l'état civil et au statut personnel, mariage, divorce, pension alimentaire, garde des enfants, adoption, relevaient déjà des tribunaux rabbiniques, inspirés par l'Alaka. J'avais prévenu hein, que les mots seraient écorchés, hein, les noms propres, c'est assez rare. Donc, visiblement, le mariage, le divorce, la pension alimentaire, la garde des enfants, l'adoption relevaient déjà des tribunaux rabbiniques, c'est-à-dire de l'ensemble des lois. C'est l'équivalent de la charia juive, quoi. L'ensemble des lois réglant la vie juive depuis les temps post-bibliques, ce qui ressemble fort aux tribunaux islamiques fondés sur la charia. Ce n'était cependant pas encore assez religieux pour Netanyahou et la majorité qui l'avait porté au pouvoir. Selon le nouveau texte voté le 19 juillet 2018 par 62 voix contre 55 et 2 abstentions, dans un contexte de concurrence nationaliste et religieuse entre le Premier ministre et son ancien disciple devenu rival Naftali Bennett, Israël n'était plus un État qui assurera une complète égalité des droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe, et garantira la pleine liberté de conscience et de culte et d'éducation et de culture, comme l'avaient voulu les créateurs de l'État d'Israël. Mais pour Netanyahou et sa majorité, Israël sera un État-nation du peuple juif. Voilà. Déjà peuple juif, en vrai, qu'est-ce que ça veut dire pour être clair, je ne suis pas juif, je n'ai pas de connaissances particulières du monde juif. Après, j'ai un peu travaillé la question.
Déjà, peuple juif, c'est discutable, parce qu'il y a plusieurs peuples juifs, séfarades, ashkénazes, des peuples juifs éthiopiens, euh, beaucoup de communautés en Russie, etc. Euh, des communautés juives américaines, voilà, c'est pas les mêmes populations en fait, de fait. Donc il n'y a pas vraiment de peuple juif. Bon déjà ça pose question. Surtout qu'il y a des discriminations entre Ashkénazes, donc qui sont plus européens, séfarades, qui sont plus typés arabes, et juifs éthiopiens qui sont noirs, qui sont particulièrement discriminés. Euh, Il y a des discriminations à l'intérieur du groupe juif. Mais là, en fait, on voit que du coup, en 2018, on a voulu empêcher, enfin, forcer une discrimination au sein de la Constitution, au sein même des textes de loi constitutionnels israéliens. Donc, un peu vénère, quoi. Parce qu'Israël, bon, le sionisme, aujourd'hui, on peut pas dire qu'il est de gauche, parce que, voilà, il a pas, enfin, si vous voulez, on fera des émissions spéciales sur Israël, sur ça. Mais aujourd'hui, euh, et c'est une des raisons des échecs, hein, de la gauche en Israël, c'est que, en fait, être de gauche et être sioniste, c'est-à-dire vouloir justement un État, une nation du peuple juif, ça implique d'être pour la colonisation, ça implique d'être pour l'apartheid, même à plus petite échelle que ce que fait Netanyahou. Et en fait, ça fait que, bah en fait, t'es en contradiction en fait avec les idéologies de gauche, quelles qu'elles soient. Et du coup, c'est une des raisons de la perte d'influence du parti des travailleurs israéliens, le parti travailliste israélien, qui a fondé, hein, Israël. Parce qu'Israël, à la toute base, ça a été dirigé par de la gauche. Ok, de la gauche molle, mais oui. Et du coup, Ben Gurion, c'était un homme de gauche. Un homme de gauche de son temps, qui était pour la colonisation. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de contradiction avec ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus... ça, c'est beaucoup moins défendable en fait. Je continue. Alors... euh, le changement était capital, car l'article 1er du nouveau texte précisait que le droit d'exercer l'autodétermination nationale au sein de l'État d'Israël est exclusif au peuple juif. Vénère. Euh, établissant dans le pays ce que nombre de juristes et d'organisations de défense des droits humains considèrent désormais comme un régime d'apartheid. Cette loi, qui définissait aussi Israël comme Jérusalem comme capitale d'Israël, complète, complète et réunifiée, qui déclassait la langue arabe, tenue jusque-là pour deuxième langue du pays, et qui élevait l'hébreu au rang de seule langue d'État, considérait que distinguer les juifs en Israël et partout dans le monde et les non-juifs était fondamental et légitime. Ce qui, selon l'ONG israélienne de défense des droits humains B'Tselem, ce qui, selon le signalé... Attendez, je vais relire cette phrase. Je galère. Ce qui, selon l'ONG israélienne de défense des droits humains B'Tselem, signalé à
toutes les institutions d'État, non seulement qu'elles peuvent, mais qu'elles doivent promouvoir la suprématie juive dans la région, entière sous contrôle israélien. Le vote de ce texte, on s'en souvient, avait conduit Avraham Berg, ancien député travailliste, ancien président de la Knesset et président de l'agence juive, a demandé au tribunal de district de Jérusalem d'effacer son inscription en tant que juif sur le registre de population du ministère de l'Intérieur. Pas facile d'être de gauche en Israël, hein, effectivement. C'est vrai qu'on dit nous, en France, c'est pas simple, mais alors en Israël, être de gauche, c'est compliqué. Fils du fondateur du Parti national religieux, ancien officier de brigade parachutiste, héritier de cette aristocratie sioniste qui a gouverné le pays pratiquement depuis sa création, il avait expliqué à Mediapart en janvier 2021 les raisons de sa décision. Donc, Avraham Berg. Ce qui définit Israël désormais, c'est le seul monopole juif, sans équilibre constitutionnel des droits et des libertés. En vertu de cette loi, un citoyen d'Israël n'est pas un citoyen d'Israël qui n'est pas juif est astreint à un statut inférieur, comparable à celui qui a été assigné aux juifs pendant des générations. Ce qui fut odieux pour nous, nous l'infligeons maintenant à nos citoyens non juifs. Cette législation est en fait une nouvelle définition des relations entre majorité et minorité en Israël. Elle constitue aussi un changement dans ma définition existentielle, dans mon identité, dans ces conditions, ma conscience m'interdit désormais d'appartenir à la nationalité juive, d'être classé comme un membre de cette nation, ce qui impliquerait pour moi d'appartenir au groupe des maîtres, statut que je refuse. Bon, après, même avant, hein, c'était un régime colonial, hein, Israël, hein, faut pas sentir. Entre aveuglement idéologique, le désir dévorant d'une revanche politique contre ceux qui l'avaient évincé, et la volonté obstinée et triviale d'échapper aux grilles de la justice, il est difficile de discerner les motivations profondes de Netanyahou dans cette bataille électorale. Une chose est claire, aussi dépourvu de scrupules dans l'opposition que lorsqu'il était au pouvoir, il n'a pas hésité à s'assurer qu'une majorité et obtenir des alliés dans sa bataille contre les juges et à s'entourer de colons racistes et de rabbins manipulateurs et démagogues habitués à utiliser les ressorts de la religion pour mobiliser les foules. Et ça, c'est un truc aussi que je comprends pas très bien, vous voyez, avec le sionisme. Parce qu'en général, un truc qu'il faut comprendre, c'est que les religieux juifs, et notamment c'est le cas dans la grosse communauté juive de New York, qui sont très très religieux, en fait, ils sont contre le sionisme en général. L'existence d'Israël va contre leurs principes. Et c'est pour ça que beaucoup d'ultra-orthodoxes sont contre tout ça. Même ceux qui vivent en Israël. Je continue. Voilà. Netanyahou est ainsi allé jusqu'à inviter dans sa coalition des personnages aussi encombrants que Itamar Ben-Gvir, chef du parti d'extrême droite sioniste religieux, rabbin de choc et héritier de feu Meir Kaban, fondateur du mouvement raciste suprémaciste juif Car, interdit en Israël depuis 1994. Ah oui, non, un truc vénère. Partisan de l'expulsion de tous les Palestiniens, qu'ils soient des territoires occupés ou d'Israël, Ben-Gvir qui rêve de mettre dehors tous ceux qui
qui traite nos soldats de criminels ou qui cherche à nuire à l'État d'Israël pourrait même obtenir, si Netanyahou redevient Premier ministre, le portefeuille de ministre de l'Intérieur ou de la Sécurité. Ça promet. Quant au colon extrémiste Bezalel Smotrich, désolé pour les noms, allié de Ben Gvir, il se déclare prêt à limoger le procureur général, à faire voter une loi donnant à la Knesset le pouvoir de classer les jugements de la Cour suprême, à persécuter les journalistes, la gauche, les arabes, les homosexuels. Eh ben, ça tombe bien parce que j'ai très envie de lire avec vous. Je sais pas si je l'ai là. Non, non, je dois pas l'avoir là ici. Mais j'ai très envie de lire avec vous un livre quand j'aurai un peu plus de followers sur Twitch. J'ai envie de faire des lectures en fait avec vous. Et notamment, un des livres que j'aimerais bien lire avec vous, c'est Mariage gay à Tel Aviv. Une enquête d'un sociologue, je crois, sur justement ce pinkwashing qui existe en Israël. On a vu, peut-être un peu moins vrai en ce moment, mais il y a quelques années, la ville de Tel Aviv inviter les couples LGBT à venir s'installer dans cette ville, à montrer que c'était une ville où il faisait bon vivre quand on était LGBT, etc. Moi, LGBT bourgeois, hein. Et surtout, en général, cisgenre quand même. Ah, on va pas se mentir. Mais voilà. Où c'est une ville où ils font des belles prides, etc. Mais bon, déjà, c'est pas si vrai que ça, hein. On voit que là, dans le futur gouvernement, il va y avoir des gens qui veulent persécuter la gauche, les arabes, les gays, hein. Encore une fois, en général, quand il y a l'un de ces groupes, il y a les autres qui suivent derrière, hein. Fort du glissement continu vers la droite de la société israélienne, assuré du soutien d'une armée au sein de laquelle le poids des religieux ne cesse de croître, au point que le prochain chef d'état-major sera probablement, en janvier, pour la première fois, un juif orthodoxe. Alors ça c'est étonnant parce que je pensais que les juifs orthodoxes ou ultra-orthodoxes étaient enfin, c'est peut-être voilà la différence entre orthodoxe et ultra-orthodoxe, mais que les juifs orthodoxes étaient contre l'enrôlement dans l'armée et avaient jusqu'à récemment des privilèges qui les empêchaient d'aller dans l'armée. Bibi et son clan. Bibi, c'est le surnom de Netanyahou. Bibi et son clan. Attends, pardon. Je vais relire. Au point que le prochain chef d'état-major se rapproche probablement en janvier pour la première fois un juif orthodoxe. Bibi et son clan, après avoir éclaté les centristes, incapables de proposer un véritable changement et balayer ce qui restait de la gauche exsangue, sans idée ni courage, vont-ils vraiment choisir la voie du régime illibéral vers lequel ils penchent, ou reprendre avec les monarchies sunnites de la région les marchandages géopolitiques et mafieux amorcés sous Trump? Une chose est sûre, sortis de l'histoire depuis trop longtemps, les Palestiniens seront encore une fois les perdants. Israël est à la veille d'une révolution religieuse autoritaire d'extrême droite, dont le but est de détruire les infrastructures de la démocratie, estimé mercredi matin l'éditorial d'Haaretz. C'est un jour noir pour l'histoire de ce pays. Voilà. Voilà pour cet article. Pas mal, même si beaucoup d'infos. Et Haaretz, je conseille la lecture. C'est
un média vaguement de gauche, un des plus gros quotidiens israéliens, et qui... alors, c'est pas... c'est pas des révolutionnaires, hein. Je pense qu'ils sont un peu centristes. C'est l'équivalent du Monde, je dirais. Donc c'est des centristes, je dirais centre-gauche quand même, même si j'ai pas une lecture totale de ce que fait Haaretz, mais c'est assez bien à lire. Il y a une version anglaise qui est pas mal. Du coup, voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'actualité en Israël, Haaretz c'est bien. Faut savoir lire l'anglais. Un truc à éviter, c'est i24 News. La chaîne d'infos en continu, euh, en français, en arabe, enfin, en français, en hébreu et peut-être en arabe. Mais du coup, ça m'étonnerait. Mais qui est une chaîne un peu ultra réactionnaire, qui défend toujours Israël, son armée, etc. Mais c'est un média en français. Ça, c'est à éviter, par contre. C'est un peu caca. Voilà. Voilà pour ce qui était de la question israélienne. Écoutez, maintenant, on va passer à aux flics complotistes sur Telegram. Police pour la vérité appelle les forces de l'ordre à désobéir. Oh là là, ça, je m'attends au pire, je vous avoue. Je m'attends clairement au pire. Restez forts et ne vous taisez pas. Soyez ingouvernables. Oh là là. Alors, combien vous pariez, j'ai pas lu l'article, hein. Combien vous pariez que c'est des textes de fachos en fait, qui vont sortir. Fondée en février 2022, l'association Police pour la vérité entend renouer le dialogue entre les forces de l'ordre et les citoyens. En réalité, le collectif diffuse des propos complotistes et incite à la désobéissance civile. Un article de Victor Motin pour Street Press. Nous sommes très fiers d'être policiers, mais des policiers pour la vérité. Micro en main, Sonia Vescovazzi, gardienne de la paix espagnole, harangue la petite foule de 500 personnes venues l'écouter fin 2021 sous les colonnes de l'hôtel de ville de Valence en Espagne. Dans la langue de Cervantes, la quadragénaire propriétaire la quadragénaire prophétise, pardon. Nous allons unir toutes les polices d'Europe, l'Italie, le Portugal, la France. La police et les forces armées sont la clé de tout ça. Sur son gilet jaune revêtu pour l'occasion, 4 inscriptions font figure de mot d'ordre. Polizia por la libertad. Policier pour la liberté. Du nom du collectif confondé en septembre 2020. Donc visiblement ça part d'Espagne, tout ce délire. Quelques mois plus tard, la même Sonia Vescovazzi s'exprime cette fois en français dans une vidéo qui signe le lancement de l'association Police pour la vérité, PPLV, le pendant hexagonal de Policias. L'objectif affiché, selon celle qui possède la double nationalité franco-espagnole, rétablir le lien entre la population et les gardiens de la paix. En filigrane, Police pour la vérité incite surtout ces derniers à désobéir. Sabotage social. Aux forces de l'ordre, les officiers de Police pour la vérité distillent des leçons de sabotage social. À comprendre, demander des instructions écrites aux superviseurs, faire semblant de ne pas comprendre les ordres, faire son possible pour retarder l'aboutissement d'un travail demandé. Et aux autres policiers pour la vérité, conseille de se mettre en lien avec les résistants, d'avoir un lieu d'hébergement refuge en cas d'urgence, et même
jusqu'à pousser les parents à sortir les enfants de l'école. Ah oui, on est sur des bails quand même un peu vénères. Un petit peu... prépare la guerre civile, quoi. Ça sent mauvais. Après, qu'est-ce qu'ils entendent par sabotage social, tu vois? Parce que moi, ça, c'est des trucs que je... Enfin, à la limite, tu vois, fais mal ton travail. Si vous voulez tout savoir, moi, hier soir, j'ai eu une formation garde à vue. Qu'est-ce qui se passe en garde à vue? Bah putain, ça fait peur. Ça donne pas très envie. Moi, j'ai jamais été mis en garde à vue. Euh, J'espère que ça m'arrivera pas. Mais voilà, euh, que faire si t'es en garde à vue, si ben, t'es dans la merde avec la police. Et bon, à la limite, si tu fais mal ton travail comme ça, bon bah pourquoi pas. Après, à cap quand même, hein. On va pas se mentir. Et puis sortir les enfants de l'école, quoi. Dans leur viseur, les mesures sanitaires et la suspension des camarades qui ont fait le choix légitime de ne pas injecter le vaccin contre le Covid et d'abonder en lettres capitales sur leur chaîne Telegram, dénombrant plus de 4000 abonnés. Restez forts et ne vous taisez pas, soyez ingouvernables. C'est quand même beau de la part de flics. Mais tu vas quand même tabasser les Arabes du coin, quoi. Depuis la création du groupe français en 2022, en février 2022, Sonia Vescovatsi et ses comparses de Police pour la Vérité, des membres des forces de l'ordre pour la plupart, retraités ou originaires d'autres pays, interrogent régulièrement les policiers, gendarmes et militaires français toujours en activité lors de conférences interactives en ligne. Si on juge qu'un ordre est illégal, on a le devoir de ne pas l'exécuter, explique Pierre dans l'armée depuis 15 ans. Il continue. Je pense que si une majorité s'élève contre le rouleau compresseur, la vaccination obligatoire, l'armée va légitimer leur action. Oui, d'accord. Donc, t'es contre la vaccination, du coup, tu vas faire un coup d'état. Fasciste. Enfin, je suis désolé, hein, mais enfin, si vous êtes contre la vaccination, y a pas de souci. Mais de là à légitimer un coup d'état avec des flics. Déjà, si t'es avec les flics, bon, ça pose problème, hein. On va pas se mentir. Organisez-vous, dites fièrement non, et surtout, soyez des guides pour la population. Même son de cloche chez Julien, le gendarme estime en effet que ce qui manque à la résistance est une structuration quasi militaire et suggère de hacker les canaux de communication mainstream pour rallier les citoyens qui ne seraient pas encore éveillés. Ah, le wokisme, le retour du wokisme. Le wokisme, vraiment. Le wokisme anti-vax. Dissertant sur la perte de sens du métier et le vaccin contre Covid, qui qualifie de substance expérimentale illégale, le bleu n'hésite pas à se parer d'un argumentaire complotiste. Quand on prend un tout petit peu de recul, on comprend que tout cela n'a rien de sanitaire. Cela cache d'autres raisons qui sont l'argent, puis le pouvoir, enfin tout ce que vous voulez. Il suffit juste de se documenter ailleurs que dans les médias standards. Bon, ok. Mais ça, on voit, en fait, enfin, c'est un truc quand même intéressant à analyser. Parce que le vaccin, enfin, le Covid, parce que c'était avant le vaccin qu'il y avait ce genre de tech. En fait, le Covid et le vaccin de Covid, enfin, le vaccin Covid-19, euh, ça a créé de l'anxiété hein, au sein de la population, ça on va pas se mentir. Notamment parce que il y avait pas toujours de la transparence de la part des États sur c'était quoi les choses à faire, etc. On se souvient des masques qui servent à rien et puis 3 semaines plus tard, il faut absolument avoir un masque partout. Ça c'était le gouvernement français, mais c'est arrivé dans beaucoup de pays. Et, euh, et en fait on voit
que cette défiance pour la vaccination, qui est pas nouvelle en France, hein, d'ailleurs, qui touchait aussi la vaccination contre la rougeole. Ce qui faisait qu'on avait des épidémies de rougeole assez vénères en France, avant le Covid-19. Ce qui touchait aussi voilà, d'autres vaccins en général. La défiance contre la vaccination, c'est une spécialité française depuis longtemps. Et ben en fait, cette critique du vaccin, ça a servi à de nombreux mouvements de fachos, qui même certains n'étaient pas contre le confinement, choses comme ça. Moi, je vois Florian Philippot, quelques jours avant le premier confinement, il appelle l'État à je sais plus s'il appelle à confiner, mais en tout cas, il appelle à. Oui, si, il appelle à confiner, à fermer les frontières, je crois qu'il demande même à avoir des masques en urgence, etc. Voilà. Bon, son but, quand même, c'était fermer les frontières en priorité, hein, on va pas se mentir. Et il y a toujours le cap quand même. Mais on voit que vite, le type a changé son discours. Pourquoi? Mais parce que c'était plus vendeur d'être le chef des covido-sceptiques. Bah ouais, ça lui a rapporté du fric. Bah, oui. Du fric, un poids politique aussi. Peut-être qu'il a pu négocier, je sais pas, en loose day avec Zemmour, avec machin, pour peut-être faire des alliances. Bon, ça a pas trop bien marché. Euh, Mais du coup, en fait, voilà, ce creuset qui est un covidoscepticisme ou une peur de la vaccination qui peut être compréhensible, hein, mais qui mène après enfin, pas toujours d'ailleurs, hein, mais qui peut mener ensuite à soutenir des mouvements fascistes. On voit que ça a marché à plein régime. Moi, j'ai vu ça dans les manifs anti-pass sanitaire. Personnellement, j'étais contre le pass sanitaire, par exemple, pour la vaccination, mais contre le pass sanitaire. Parce que, effectivement, le pass sanitaire, c'est une mesure coercitive qui crée un précédent, qui est un outil de la technopolis, aussi pour contrôler les masses, on va pas se mentir. Mais ça veut pas dire que, voilà, j'ai un rapport nuancé. La vaccination, j'étais relativement pour. Notamment parce que, voilà, il y a un consensus scientifique sur le suivi de la vaccination dans plusieurs pays différents, pas toujours copains en plus. Donc voilà. Le Covid, le vaccin, un peu un truc qui sert de tremplin vers à certaines personnes, pas toujours d'ailleurs, mais qui peut amener à soutenir ensuite des takes racistes, des takes fascistes d'abord, en mode ouais mais on va défoncer le pouvoir, voilà. Pour créer quoi ensuite? Si tu prends une structuration quasiment militaire pour aller défoncer l'État, moi ça m'intéresse pas, hein. Moi je suis contre l'État, mais je veux pas de militaires ou de flics ou de je sais pas quoi. Non, non, non. Euh, on va pas être copains, hein. Bref, on continue. Là, donc, médias standards. Des propos et des invités complotistes. Une proportion à désinformer que l'on retrouve chez les animateurs de Police pour la vérité. Dénoncer la vaccination et les effets secondaires, ce n'est pas l'objectif de notre association, certifie Sonia Vescovaci. Reste que certains
des propos concernant la crise sanitaire ont fait l'objet d'une note de l'AFP en mars 2021, après qu'une vidéo dans laquelle elle apparaissait ait été partagée par plus de 19 000 fois sur les réseaux sociaux. Le service de fact-checking précise d'ailleurs que la policière a déjà défrayé la chronique en Espagne en appelant ses collègues à ne pas sanctionner les personnes refusant l'usage du masque, la distanciation physique ou en niant la gravité des épidémies de Covid-19. Et ouais, après, ça c'est un truc, c'est que en fait, c'est pas. Tu vois, si les gens prenaient. Enfin, après, le sujet, c'est pas spécialement le Covid, mais si les gens font un risque pour eux, à la limite, bon, pourquoi pas, hein, tu bois de l'alcool, c'est un risque pour toi, pour ta santé. Tu bois de l'alcool au volant, c'est un risque pour les autres. Bah, c'est un peu pareil. C'est si tu vis en ermite, voilà, bon que tu te vaccines pas, s'en fout. Mais bon là, refus de la distanciation physique, refus de l'usage du masque. Par exemple au magasin, choses comme ça, tu peux contaminer les gens qui bossent pour toi quand tu vas faire tes courses, quand tu vas faire prendre le bus, le transport en commun, voilà. C'est assez tendu, je trouve, de justifier ça d'un point de vue éthique. Bref, continue. Les policiers pour la vérité animent également. Oui, ça. Les policiers pour la vérité animent également des conférences interactives en ligne avec des intervenants dont les noms ne sont pas étrangers à la nébuleuse anti-vaccin. Au début de l'été, Pierrick Thévenon, pompier suspendu et fervent militant contre les injections, était convié à l'occasion d'une des premières causeries de l'association. Parmi les convives, on retrouvait la bio... biotasticienne, oh, je sais pas ce que c'est ça, biotasticienne, Christine Coton, invitée à de multiples reprises sur François. Alors ça, je ne le répéterai jamais assez. François, c'est un média qui était dans le passé un média reconnu avec, oui, tu sais, reconnu assez avec des hauts débats, mais avec des journalistes qui font un travail de journaliste, recoupant des sources, etc. On vérifie une vérification d'informations, etc. Ça a été racheté par un milliardaire qui est d'extrême droite, on va pas se mentir. Le type a viré tous les journalistes qui faisaient partie de la rédaction. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques têtes un peu connues, voilà, notamment sur YouTube, voilà, qui se montrent, qui font qui montrent leur gueule sur YouTube pour raconter leur merde. Et le reste, c'est des producteurs de contenu. On a vu ça dans le dernier live avec sur Bolloré. Et c'est des takes de fachos. Globalement, hein, on va pas se mentir, hein, sur les Arabes, enfin, sur plein de sujets, c'est des takes de fachos, et notamment complotistes sur la vaccination et d'autres choses. Donc vraiment, François, si vous voyez, si vous êtes un peu âgé, vous avez peut-être des souvenirs de François, c'est le mode, ça fait un peu sérieux François, ça l'est pas. Du coup, parmi les convives, on retrouvait la biotasticienne Christine Coton, invitée à de multiples reprises sur François, le jeune Yann Gabé, nouvelle coqueluche des antivax, ou Carlo Alberto Brussa, notamment connu pour être avocat de l'ex-député hostile à la dictature sanitaire Martin Vonner et des producteurs du film
conspirationniste Hold Up. Sur Telegram, le groupe n'est pas en reste, s'opposant à la propagande qui rendrait les enfants plus à même de devenir de fidèles nazis. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Tu manifestes avec des flics qui appellent à faire un coup d'état fasciste. Et la propagande qui rendrait les enfants à même de devenir des fidèles nazis. Ok, non mais pourquoi pas. Les administrateurs du Telegram s'emploient au détour de leur publication à relayer des contenus climato-sceptiques, à dénoncer le nouvel ordre mondial d'une minorité qui veut nous imposer... qu'une minorité veut nous imposer. Quand on parle de minorité... Ah, ça, le nouvel ordre mondial. Qu'une minorité veut nous imposer, c'est qui la minorité? C'est qui la minorité dans ce genre de choses? Oui, c'est une tech antisémite, hein, ça. Hein. C'est une tech antisémite, le nouvel ordre mondial qu'une minorité veut nous imposer. Et la minorité, tiens, on retrouve beaucoup de monde juif là-dedans. Ah, n'est-ce pas Soros, n'est-ce pas Rothschild, machin, qui sont pas les gens les plus riches de la planète, hein, d'ailleurs, hein, ni les plus puissants. Mais c'est toujours... dès qu'on gratte hein, sur les trucs un peu complotistes, on tombe sur de l'antisémitisme, hein, évidemment. Du coup, il qualifie la vaccination contre le Covid-19 de génocide, ou à mettre en doute le récit officiel sur le 11 septembre 2020. Ok. Et les signaux forts ne s'arrêtent pas là. Le mois dernier, Sonia Vescovatsi et 3 membres de Police pour la Vérité prenaient la parole dans les universités d'été résistantes. Un colloque qui a notamment réuni Salim Laibi, un temps associé en affaires avec Soral, André Berkoff, déjà un nazi. Voilà, André Berkoff, notre nazi, animateur chez Sud Radio, ou Martine Vonner, une meuf perdue. Sur scène, la présidente de Police pour la Vérité a notamment invité le public à respecter une minute de silence en hommage aux victimes de cette fausse crise sanitaire et toutes les mesures liberticides qui l'ont accompagnée. Interrogée par cette presse, elle assume totalement et pointe du doigt les contradictions du narratif officiel. Selon ses dires, les morts du Covid-19 n'ont pour la plupart pas été tués par le virus. Ok. Prouve-le. Ben... Les gens qui sont morts quand même. Ouais, c'est chaud quoi. Sonia Vescovatsi l'assure. On a des policiers, des gendarmes et des pompiers et des militaires qui sont avec nous. Et quand on l'interroge sur le faible nombre d'abonnés de sa chaîne YouTube, de Police pour la Vérité, elle invoque la censure qui plane sur l'association. On sait qu'il y a énormément de personnes qui récupèrent nos vidéos et nous suivent, y compris des membres des forces de l'ordre, estime la policière. Lors du rassemblement pour protester contre la réforme de la police judiciaire à Nice, une banderole estampillée Police pour la Vérité a été momentanément déployée. À l'image de leurs confrères espagnols, Police pour la Vérité prévoit également d'organiser une manifestation d'ici décembre. Signe que le mouvement compte bien s'inscrire dans le réel. Alors après il y a une note. Auprès de Street Press, Sonia Vescovatsi assure que Police pour la Vérité n'est pas un mouvement anti-vaccin et impute la responsabilité de ses postes à la personne chargée de s'occuper de Telegram. Ok. Auprès de Street Press, Sonia Vescovatsi explique. Le fait qu'il existe un coronavirus, c'est un sujet sur lequel je ne peux pas me positionner, car je ne suis pas spécialiste du sujet. Mais je sais que les morts ne sont pas principalement dus au virus. Ok, bon bah... encore une fois, t'as dit ça, mais t'as rien dit en fait. What? Bah voilà, c'était quand même un peu
intéressant, peu flippant quand même. Et encore une fois, franchement, les flics quoi. Alors, je sais même pas s'il y a vraiment des flics dedans, mais ça rappelle à un coup d'état militaire. Bon. Écoutez, bon article de Victor Motin. Ah oui, du coup, soutenez Street Press. Si vous pouvez, ils ont besoin de thunes en ce moment, donc voilà, je relais. Si vous pouvez, si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à soutenir Street Press. Ils font franchement c'est vraiment de la presse de qualité. En plus c'est à prix libre, ce qui est franchement cool. Vous voyez, il y a plein de trucs. Là, l'association antifasciste nancéenne, le Bloc Lorrain menacé de dissolution. Je pense que ça, peut-être on se le mettra de côté pour la prochaine fois. Mon fils Niaïs, ils font beaucoup sur la police, l'extrême droite, les violences policières. Là, mon fils est mort après avoir été poursuivi par la police d'ailleurs, justice pour Yanis. Hein. Voilà, beaucoup de trucs sur les quartiers populaires. Et ça, c'est des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les médias mainstream. Donc, soutenez la presse indépendante. Vous pouvez faire un don après. Voilà, c'est vraiment après libre. Tu donnes ce que tu peux. Vous pouvez aussi soutenir Media Media d'ailleurs. Hein. On a un Utip. Euh, mais voilà. On va continuer. Et ça va être un gros morceau. Donc n'hésitez pas à vous poser un petit peu. Avec cet article du Monde Diplomatique. Qui fait toujours de gros articles. L'été indien du mécontentement britannique. Alors, attendez, je regarde. Où est-ce qu'on en est? Ouais, ça fait 3h30 qu'on stream. Bon, bah, on va finir. On va finir quand même. On va faire cet article. Les conservateurs peinent à gouverner l'État indien du mécontentement britannique. Boycott des factures d'énergie, grève des dockers, des postiers dans les usines et les chemins de fer. Au Royaume-Uni, l'été du mécontentement se prolonge cet automne, alors que le pays s'enfonce dans la crise économique et politique. En fonction, depuis le 6 septembre, la première ministre Elizabeth Truss n'a tenu que 40 jours avant d'annoncer sa démission. Le Royaume-Uni est traversé depuis l'été par une vague de grèves inédite. Des salariés revendiquent surtout des augmentations, alors que l'inflation a atteint 10,1% en juillet. Ça c'est vénère. Ça c'est vénère quand même. 10,1% d'inflation, tu te prends ça dans la gueule. Ouf, en un mois j'imagine. Et encore en septembre, à un niveau inégalé depuis 1982. Dans les docks de Flexistraw et de Liverpool, les chemins de fer, la poste, les transports publics des grandes villes et l'industrie manufacturière en particulier, les syndicats ont consulté leurs adhérents et obtenu de très fortes majorités en faveur de la cessation du travail. Si des concessions ont parfois été obtenues rapidement, y compris par la simple menace de l'action dans le secteur manufacturier, donc toujours, n'hésitez pas à faire grève. Faire grève, c'est un truc qui marche en fait. C'est dur, on va pas se mentir. Mais pour un rapport de force, ça fonctionne. Des fois, même, vous voyez, la menace de l'action, on menace de faire grève, bah, ok, t'inquiète, je te file une augmentation. Bah voilà, ça fait vu quoi. Alors, les grèves ont donc si des concessions ont parfois été obtenues, les grèves ont duré dans les transports publics et plus encore dans les docks et les chemins de fer. Après plusieurs décennies d'atonie
ce retour de la conflictualité sociale met aussi fin à une séquence marquée par la primauté d'enjeux dits constitutionnels qui avaient assuré la domination du parti conservateur. Mais il ne s'accompagne pas, loin de là, d'un resserrement des liens entre le parti travailliste, Labour, et les syndicats. La presse britannique a vite évoqué un été du mécontentement, en référence à l'hiver du mécontentement de 1978 à 1979, lorsque plusieurs grèves avaient battu en brèche la politique d'austérité du gouvernement travailliste de James Callaghan, qui était Premier ministre à l'époque. Pourtant, les mobilisations de l'été 2022 rappellent bien davantage l'été glorieux de 1972. L'opposition au plafonnement des augmentations salariales par le gouvernement conservateur d'Edward Heath avait impliqué le secteur des mines, les chemins de fer et les docks, jusqu'aux bâtiments en passant par l'industrie manufacturière. L'économie britannique connaissait cependant depuis les années 60 les prémices d'une désindustrialisation qui allait s'étendre sous l'effet des crises monétaires et des récessions. La conflictualité chute dans le secteur privé à partir du milieu des années 70. L'hiver du mécontentement constitue une sorte de passage de témoin lorsque grève des ouvriers de Ford et des routiers succède celle des agents des services publics. Les conservateurs au pouvoir de 79 à 97 laminent les bastions historiques. Les syndicats combatifs des mines et de l'imprimerie sont neutralisés à l'issue de durs conflits au milieu des années 80. Les entreprises de l'énergie et des communications sont privatisées dans la seconde moitié de la décennie. Les collectivités locales, l'éducation et la santé viennent à continuer à constituer le centre de gravité de la conflictualité sociale. C'est pas très éloigné de ce qui se passe en France en vérité. Hein. Même si on a un secteur du rail, par exemple, qui est central, l'énergie aussi, ça marche bien pour tout ce qui est grève. Bon, ça décolle pas énormément. Il y a une stratégie des gouvernements de droite et aussi de gauche, on va pas se mentir, pour casser des grèves en fait, préventivement même. La récente vague de grève apparaît d'autant plus remarquable que la législation antisyndicale mise en place sous Margaret Thatcher et Mr. John Mayer, maintenue par les travaillistes, puis encore renforcée par les conservateurs à partir de 2010, contrarie le recours à l'action. Elle exclut le blocage des lieux de travail et les grèves de solidarité, les grèves de solidarité sont interdites. Waouh. Parce que le blocage, c'est interdit en France aussi, maintenant. Ça l'était pas avant. Mais les grèves de solidarité, ça, c'est un peu chaud, quoi. Ou les revendications de portée générale. Ah, d'accord. Comme la défense des acquis en matière de retraite. Donc, une grosse grève, comme on a pour l'augmentation générale des salaires, ou pour les retraites, ce serait pas possible, pas légal, en tout cas, au Royaume-Uni. Ah, mais c'est bon à savoir. C'est vraiment, effectivement, des grosses lois antisyndicales. Y contrevenir expose les salariés à des licenciements et les syndicats à des poursuites. Ni droit individuel, ni même pratique collective régulée, la cessation de l'activité devient une action qui incombe aux organisations de travail d'organiser. Oh là. Qu'il incombe aux organisations de travailleurs d'organiser et d'encadrer. S'impose notamment la consultation des adhérents, le vote de plus de la moitié des inscrits, l'obtention de 50% des voix en faveur de la cessation du travail. Donc il faut faire un vote pour que la grève soit légale et qu'il y ait 50% des voix en faveur de la cessation de travail. Effectivement, c'est vénère pour faire une grève
au Royaume-Uni. Depuis le printemps, une participation massive et des majorités écrasantes ont assuré, sinon les victoires des grèves, du moins leur inscription dans la durée. Ce cadre institutionnel cantonne toutefois l'action au secteur où les organisations syndicales sont suffisamment implantées pour chercher à engager les rapports de force. Le taux de syndicalisation de la population britannique, qui s'élevait à 23% en 2021, masque une différence majeure. Si un peu plus de la moitié des travailleurs des services publics sont syndiqués, moins de 13% de ceux du privé le sont. L'évolution des salaires dépend donc de la mobilisation des rares bastions syndicaux du secteur privé dans les transports, les docks, l'industrie manufacturière et la poste. À cet égard, Mr. Lynch, secrétaire général du National Union Rail, Martin and Transport Worker, RMT, le principal syndicat des cheminots, ne paraît pas infondé à soutenir la lutte pour la classe ouvrière britannique tout entière. En annonçant son retour, The Working Class is Back, il convoque un imaginaire susceptible de railler les catégories populaires britanniques, brutalisées par une décennie d'austérité, à laquelle une étude récente a attribué 330 000 morts. D'accord, le prix de l'austérité au Royaume-Uni dans la décennie qui vient de paraître, 330 000. Autant que ce qu'on a vu en tout début de stream, autant que le nombre de personnes qui ont été violées par des prêtres des années 50 à 2020. Ben c'est vénère. Hein. Wow, 330 000 morts sur 10 ans. Mais il s'agit aussi de tenter de mettre un terme au reflux syndical entamé dans les années 80 et à l'éviction du débat, de la question sociale du débat public. La dernière vague de contestation remonte aux années de marasme économique à la suite de la crise financière de 2007-2008. Sous le gouvernement travailliste finissant de Mr. Gordon Brown en 2008, les grèves pour le salaire dans le secteur public et d'autres sauvages dans les raffineries contre l'externalisation et la concurrence d'entreprises continentales employant des travailleurs détachés incitent déjà les médias conservateurs à évoquer un été du mécontentement en 2008. De l'automne 2010 au printemps 2012, les politiques d'austérité du gouvernement de coalition dominé par les conservateurs occasionnent des grèves et des manifestations massivement suivies dans le service public ou encore des mobilisations étudiantes contre la hausse des frais d'inscription. Enjeu identitaire. L'épuisement des contestations, symbolisé par l'évacuation du principal campement d'Occupy London en février 2012. J'imagine que c'est une suite à Occupy Wall Street aux États-Unis. Occupy London en 2012 coïncide avec le surgissement de la question nationale en Écosse. Après que le Parti national écossais SNP, principale formation indépendantiste, ait obtenu la majorité absolue en mai 2011 au Parlement d'Édimbourg, le Premier ministre écossais Alex Salmond affirme disposer d'un mandat populaire. En octobre 2012, son gouvernement et celui du Royaume-Uni s'accordent sur l'organisation d'un référendum d'ici la fin d'année 2014. Peu de temps après, en janvier 2013, Mr. David Cameron promet la tenue d'un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, le fameux Brexit. En cas de victoire aux élections prévues en 2015, d'accord, si il gagnait les élections en 2015, il faisait le référendum du Brexit. Bon, ça c'est fait. S'ouvre ainsi une longue séquence constitutionnelle, d'une part,
l'irruption de la question écossaise, des ressorts nationalistes de l'opposition à l'Union, et des ressorts nationalistes de l'opposition à l'Union polarisent le débat autour d'enjeux identitaires et divisent la gauche britannique ainsi que le mouvement syndical. Ah, voilà, ça c'est un truc intéressant. Quand on parle sans arrêt de l'islam, de l'immigration, de questions identitaires comme ça, ben en fait, c'est aussi fait pour pas qu'on parle des questions sociales, salaire, et aussi des questions environnementales. Fin du monde, fin du mois. C'est lié. Et c'est en fait des contre-feux à chaque fois. Et du coup, ça fait qu'on a des séquences politiques. La politique, ça fonctionne par séquence. L'actualité aussi par séquence. Et on a des séquences politiques où, en fait, on peut pas parler de social. On parle dans le vent, en fait. On dit, ouais, d'accord, mais les Arabes. Ou d'accord, mais ceci. D'accord, mais l'Union Européenne. Mais on s'en fout, en fait. Bref. Continuons un peu. D'autre part, ces divisions se combinent au reflux de la conflictualité sociale. Après 2012, l'année 2015 voit le plus faible nombre jamais enregistré de journées de grève, pour laisser le champ libre à des reformulations nationalistes de la question sociale, auxquelles se rallie une partie des classes populaires. Le SNP, donc le parti nationaliste, le parti indépendantiste écossais, s'est positionné à gauche depuis les années 80 et sert donc de réceptacle à la déception à l'égard des travaillistes. Lors des élections au Parlement écossais de 2011, il progresse fortement dans les quartiers populaires de Glasgow et Édimbourg. Ce vote ne signifie pas nécessairement un soutien à la cause indépendantiste, et de même que le vote travailliste ne relève pas forcément d'une opposition à l'indépendance. La question nationale n'est alors ni le seul, ni même le premier déterminant du vote. Le référendum du 18 septembre 2014, marqué par un taux de participation très fort, 84%, est un vote indépendantiste élevé à 47%, et il reflète en revanche une nouvelle polarisation du champ politique écossais autour de la question nationale, dont les scrutins qui se sont tenus depuis ont confirmé l'ancrage. Le référendum de 2016 sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne produit lui aussi une nouvelle polarisation structurante, du moins jusqu'au début de l'année 2020, entre partisans du Brexit et opposants du Brexit. La question met d'ailleurs en difficulté le Parti travailliste, rallié depuis les années 80 à une communauté économique perçue comme protectrice face à la déferlante thatcherienne, mais dont l'aile gauche demeure rétive au libéralisme européen. À gauche du mouvement syndical, la RMT, donc le parti le plus gros syndicat des travailleurs du rail, soutient la Trade Unionist and Socialist Coalition, favorable à la sortie de l'Union, après avoir lancé l'alliance avec la No to You, Yes to Democracy. Waouh, c'est vénère hein, leurs organisations. No to You and Yes to Democracy. Non à l'Union Européenne, oui à la démocratie, avec des organisations comme le Parti communiste, pour porter une critique de gauche des élections européennes en 2009. Même si les débats demeurent autour des conséquences du retrait de l'Union européenne, et si un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse pourrait se tenir dès 2023, cette séquence institutionnelle a été refermée par l'élection de décembre 2019, transformée en nouveau référendum sur le Brexit par Boris Johnson.
Les conservateurs se sont alors rêvés en nouveau parti du peuple, People Party, promettant de remédier au déclassement du nord de l'Angleterre. Puis la crise a imposé d'autres questions, la crise sanitaire a imposé d'autres questions sur l'état du service public de santé ou les défaillances du marché. C'est surtout la remontée progressive de la conflictualité sociale dès l'hiver 2021 et 2022 qui a achevé la transition vers la nouvelle séquence. Et c'est là que voilà, on parlait des fachos qui utilisent la crise du Covid-19 et notamment la peur vaccinale pour politiser des gens vers eux, c'est vrai. On peut utiliser, et je pense que l'exemple britannique, ce que dit l'article, c'est un bon exemple. On peut politiser une population grâce à l'exemple de la crise sanitaire et du bordel que ça a été, des inégalités aussi que ça a accentué, que ça a mis en valeur. Il y avait ceux qui pouvaient bosser chez eux, ceux qui voilà, avaient les moyens d'aller à la campagne, etc. Ceux qui devaient bosser avec tous les risques que ça posait. Et bien, du coup, c'est des séquences politiques où on peut voilà, amener des gens à réfléchir à nos idées, au camp progressiste, quoi, en général. À réfléchir à la critique du capitalisme, etc. Du coup, je pense que c'est très intéressant de voir cet article. Alors, je sais pas si j'ai peut-être pas le recul nécessaire, hein. Je sais pas si on a eu ce genre de truc, nous, en France. Euh, mais, euh, mais, mais en tout cas, ce serait bien d'y réfléchir un peu, je pense. Du coup, puis la crise sanitaire a imposé d'autres questions sur l'état du service public de santé et les défaillances du marché. C'est surtout la remontée progressive de la conflictualité sociale dès l'hiver 2021-2022 qui a achevé la transition vers une nouvelle séquence. Elle intervient toutefois dans un contexte de désalignement entre le mouvement syndical et le Labour. Le Labour, c'est le parti travailliste, le principal parti de gauche. Depuis sa création, faut se dire que c'est un peu comme le PS. Voilà. D'ailleurs, une partie du Labour est un peu de gauche de droite encore. Ça a notamment été le cas à l'époque de Tony Blair, quand moi j'étais gamin, du coup. Mais ouais, du coup, oui, c'est l'équivalent du Parti socialiste, on va dire. Depuis sa création en 1900, comme prolongement parlementaire du mouvement ouvrier, le Parti travailliste, donc le Labour, occupe un espace central au sein de la gauche, renforcé par les rapports organisationnels et financiers très forts entretenus avec les principaux syndicats. Ça, c'est pas... bon, c'est pas très chardamien, ça. Les camarades syndicalistes comprendront. Cette relation a été marquée par des tensions croissantes lorsque les gouvernements travaillistes ont déçu les attentes syndicales par les réconciliations, lorsque le parti de retour dans l'opposition a renoué avec les organisations qui cherchaient, quant à elles, un débouché politique pour leurs revendications. Elles ont ainsi mis leurs ressources financières et organisationnelles au service du Labour lors des élections de 2015, 2017 et 2019. Mr. Jeremy Corbyn, qui a fait l'objet d'attaques virulentes jusqu'au sein de son propre mouvement, dès avant son élection comme dirigeant en 2015, a même bénéficié du soutien public et indéfectible de Mr. Leonard McCusley, secrétaire général de Unite, le principal syndicat du secteur privé. Boycott des factures d'énergie. On est un peu à la moitié de l'article. Boycott des factures d'énergie. Ce lien de proximité
s'est distendu fortement donc, entre le Labour et les syndicats. Il s'est distendu fortement depuis l'élection de Mr. Keir Starmer comme dirigeant et la rupture, comme c'est le remplaçant de Jeremy Corbyn, et la rupture opérée avec les années Corbyn. Autant les responsables syndicaux avaient accepté leur propre mise à distance et le tournant néolibéral du parti dans les années 80-90, conduit par Madame Neil Kinnock et John Smith et Anthony Blair, autant le recentrage opéré par Mr. Strymer percute la logique des nouveaux dirigeants syndicaux marqués à gauche et déterminés à affirmer l'autonomie à l'égard du parti. C'est le cas du RMT, exclu du Labour en 2004 après que certaines de ses sections ont décidé de soutenir les partis politiques de gauche radicale. Mais c'est aussi celui d'organisations toujours affiliées au parti. En 2015, Mr. Dave Ward a été élu secrétaire général de la communication du Worker Union, syndicat des postiers. Sur une promesse d'émancipation à Unite, Mr. Sharon Graham a succédé en 2021 à Mr. McCusley sur une ligne de réorientation des ressources vers l'action sur les lieux de travail. L'attitude de la direction travailliste a renforcé cette dynamique. Oui, parce que effectivement, Jeremy Corbyn a été comparé à Mélenchon, à Bernie Sanders aux États-Unis. Ce qu'il y avait avec la présidente Corbyn du Parti travailliste, un recentrage à gauche du parti. Enfin, du coup, pas un recentrage, mais une gauchisation du parti, si on peut dire, sur des thèmes vraiment très SOSDEM, typiquement, des choses que pourrait faire la France Insoumise, par exemple. Mais du coup, ça s'est arrêté avec l'éviction de Corbyn sur A. Pour plusieurs raisons. Alors, il y avait notamment la raison souvent invoquée, c'est le manque de clarté de Jeremy Corbyn sur la question de l'antisémitisme. Antisémitisme qui est très présent au Royaume-Uni, qui est présent dans la gauche, du Royaume-Uni, qui est présent aussi dans la gauche française. Il y a des fois, Mélenchon fait des takes un peu limite antisémites. On va pas sentir. Et bref, c'est une des raisons avancées pour son éviction. L'autre raison, c'est que c'était un dirigeant du Parti travailliste trop à gauche pour la direction du parti. Bref, je continue. L'attitude de la direction travailliste a renforcé cette dynamique, alors qu'il est même allé, dans un premier temps, jusqu'à interdire aux membres de son cabinet fantôme de se rendre sur les piquets grève de cheminots. Mr. Strymer s'emploie surtout à présenter le Labour comme le meilleur allié des directions d'entreprise. Mais que ces partis crèvent, hein. Franchement, que ces partis crèvent. Hein. Je suis pas du tout SOSDEM, hein. Mais ce genre de choses, elle est crevée, franchement. Bref. Les sondages lui laissent espérer les voix d'un électorat modéré. Le naufrage des conservateurs conforte cette stratégie opportuniste. Les attaques contre la livre, la dette britannique ont poussé Elizabeth Truss à annoncer sa démission le 20 octobre. Si le programme de la Première ministre de réduction des impôts non financés en faveur des plus riches a été la goutte de trop pour les marchés financiers, c'est le plafond des prix de l'énergie qui avait rempli le vase à ras-bord, explique le chercheur Keir Milburn. Or, ajoute-t-il, cette mesure d'un montant de 150 milliards de livres, 172 milliards d'euros,
aurait notamment été annoncée dès l'installation du gouvernement Truss pour désamorcer la vaste boycott des factures d'énergie. Lancée en juin, la campagne Don't Pay a en effet permis la mobilisation de centaines de milliers de foyers, euh, alors que la coalition Enough is Enough rassemble, elle, syndicats, associations et députés de la gauche travailliste, autour d'une plateforme de revendication contre la hausse du coût de la vie. Bon, hausse du coût de la vie, bon, ça a le même nom qu'il y avait pour la manif de Mélenchon il y a quelques temps. Je trouve que c'est vraiment contre. On est contre la hausse du coût de la vie. C'est pas ouf. Moi, je trouve merde, comme slogan. Bref, continuons. Conscients de leur propre faiblesse ainsi que des limites imposées par le cadre institutionnel, les syndicats nouent de nouvelles alliances pour poursuivre leur combat. Et ben, d'accord, l'article est fini. Écoutez, c'était vraiment pas mal comme article, moi je trouve, de Marc Lenormand, maître de conférence en études anglophones et civilisation britannique à l'université Paul Valéry de Montpellier. Et Marc Laurent, bon, comme d'habitude, il y a la moitié du temps, c'est des chercheurs qui font les articles dans mon diplôme. Écoutez, moi je trouvais que c'était vachement intéressant. Alors, je voulais revenir là-dessus parce que, bon, effectivement, on a parlé un petit peu très vite fait il y a 2 lives de ça, de l'éviction de Listrus qui a démissionné au bout de 40 jours, de 44 jours de son poste. Mais je trouvais que c'était intéressant de parler justement d'aller plus au fond des choses, de c'est quoi, qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a un tel engouement populaire contre la vie chère, contre voilà, pour une hausse des salaires, pour une meilleure répartition des richesses, dirons-nous. Et je trouvais que c'était intéressant. Enfin, c'est toujours intéressant les articles du Monde Diplo parce qu'ils font une recontextualisation jusqu'à 40 ans dans le passé, même 50 ans, parce qu'on allait jusqu'aux 60. Euh, donc voilà, je trouvais que c'était vraiment pas mal. Mais écoutez, je sais pas si on peut faire un raid, je pense pas. Euh, Écoutez, c'était un très long live, on a fait 4 heures de live, très exactement. Bon, pour le replay, comme j'ai dit, il y aura 2 replays pour que ce soit plus facile, plus digeste à voir. Et du coup, pour ceux qui regardent ce replay sur YouTube, ils avaient le chapitrage pour. Je vais pas découper les revues de presse article par article. Ça demande trop de travail pour ce que c'est. Mais par contre, vous avez le chapitrage pour aller d'un sujet à l'autre. Et du coup, voilà. Mais du coup, voilà, je pense que ça sera du coup 2 vidéos de 2 heures chacune. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Moi, je vais vous laisser parce que je n'ai plus de voix et je vais manger. Et puis après, je jouerai à Victoria 3 parce que je suis un petit peu accro. Voilà. Bonne journée à vous et à la semaine prochaine. Du coup.